À la réunion de promotion, j'ai souri et dit, j'ai hâte de recevoir mon augmentation. Mon mari, le patron, a ri. Une augmentation? Oh non, je l'ai donnée à ta sœur. Les RH ont confirmé que je n'avais même pas été prise en considération. Ma sœur a arboré un large sourire, j'ai oublié de le mentionner. Cet après-midi-là, j'ai vidé mon bureau. Mais ce que j'ai fait ensuite? Personne ne l'a vu venir. Pendant des mois, j'avais entouré ce jeudi en rouge sur mon calendrier. C'était le jour de la grande réunion de promotion. Je me suis réveillé ce matin-là avant que mon réveil ne sonne, le soleil n'étant encore qu'une pâle promesse à l'horizon. Je me rappelle la sensation particulière du parquet frais sous mes pieds alors que je me dirigeais vers la cuisine. J'ai préparé le café comme Preston, mon mari, l'aimait, 2 sucres, pas de crème, et je l'ai laissé sur le comptoir pour lui. Je me souviens avoir pensé, dans ce moment de calme et d'espoir, que c'était le jour où tout allait changer. C'était le jour où tous mes sacrifices allaient enfin porter leurs fruits. Pendant 8 longs mois, j'avais été celle qui maintenait notre entreprise à flot. Ce n'était pas une exagération. C'était un fait simple et quantifiable. Le dossier entre mes mains me semblait lourd tandis que je me préparais, non pas du fait du poids du papier, mais du poids des nuits tardives, des dîners manqués avec ma fille avant qu'elle ne parte pour l'université. L'effort pur et authentique que j'avais investi dans chaque page. J'avais sauvé à moi seul le compte de Campbell Industries, un contrat d'une valeur stupéfiante de 2 millions de dollars par trimestre. Je ne l'avais pas fait grâce à une seule idée de génie. Je l'avais fait en travaillant jusqu'à 3 heures du matin pendant 2 semaines consécutives, ne vivant que de café éventé et d'adrénaline, anticipant chacun des besoins des clients avant même qu'ils n'en aient conscience. J'avais personnellement géré la crise des hôtels Morrison, prenant l'avion pour 3 villes différentes en 48 heures afin de limiter les dégâts avant que l'histoire ne paraisse dans la presse. J'avais entièrement repensé notre stratégie de marketing numérique de fond en comble, un projet que tous les autres jugeaient trop ambitieux, et j'avais augmenté notre taux d'engagement de 340%. Alors, quand je suis entré dans cette salle de réunion 1 heure plus tard, je flottais presque. L'atmosphère vibrait d'une énergie nerveuse. J'ai souri à l'équipe de direction, mon équipe, ces gens dont j'avais soutenu les départements et dont j'avais discrètement corrigé les erreurs. Mes yeux se sont posés sur mon mari, Preston, assis en bout de la longue table en acajou. C'était le patron, le PDG, l'homme avec qui j'avais bâti cette entreprise, l'homme auquel j'étais marié depuis 12 ans. J'ai croisé son regard, lui ai fait un petit clin d'œil qui n'était destiné qu'à lui, et j'ai dit avec un rire dans la voix, pleine d'attente, j'ai hâte de recevoir mon augmentation. Quelques personnes ont gloussé poliment, le son résonnant sous le haut plafond. Mais Preston, lui, s'est contenté de rire. Ce n'était pas un rire chaleureux et partagé. C'était un rire creux, distant, amusé. Il a levé les yeux de son téléphone pour la première fois depuis mon entrée à un appareil qui semblait soudé à sa main ces derniers temps et l'expression de son visage a serré ma poitrine en un œuf froid et dur. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas de l'approbation. C'était de l'amusement pur et non dissimulé, et c'était à mes dépens. Il a posé son téléphone avec une lenteur théâtrale et délibérée qui a rendu l'air de la pièce lourd et étouffant. Augmentation, a-t-il dit, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Oh non, Lorraine. Je l'ai donné à ta sœur. Les néons au plafond m'ont soudain paru trop brillants, trop crus, comme la lampe d'une salle d'interrogatoire. Ils éclairaient chaque visage tourné vers moi. Une galerie de pitié, de gêne et de curiosité morbide. Ma sœur, Cassidy, ma jeune sœur, celle que j'avais aidée à faire ses devoirs, celle dont j'avais rédigé le tout premier CV, celle que j'avais personnellement recommandée pour un poste de débutante ici il y a 3 ans, en guise de service. Bethany des ressources humaines, une femme dont j'avais gardé les enfants lors d'une urgence familiale, s'est raclé la gorge. Le son a paru anormalement fort. Elle a fait glisser un dossier cartonné beige sur la table vernie. Il s'est arrêté à quelques centimètres de mon porte-documents. Ses ongles parfaitement manucurés, d'un rose pâle que j'avais complimenté la semaine précédente, ont tapoté la couverture à 2 reprises. Ta candidature n'a même pas été envisagée pour ce poste, Lorraine, a-t-elle dit, le regard fixé sur un point situé quelque part derrière mon épaule gauche. Je suis resté là, sans bouger, mon dossier à plusieurs millions de dollars serré contre ma poitrine comme un bouclier. Il me semblait inutile désormais. Et à cet instant précis, comme sur un signal dans une pièce de théâtre terriblement écrite, les lourdes portes vitrées de la salle de conférence se sont ouvertes. Cassidy est entrée.
Elle portait un tailleur pantalon rouge sans flambant neuf, le genre de vêtement que l'on porte quand on veut s'imposer, quand on veut frapper un grand coup. Elle a croisé mon regard alors qu'elle se dirigeait vers le fauteuil en cuir à haut dossier vide situé à côté de Preston, la place de choix, comme nous l'appelions en plaisantant. Celle réservée à la directrice du marketing stratégique. Mon fauteuil. Elle m'a adressé un léger haussement d'épaule, un petit geste dédaigneux qui n'était pas une excuse, mais une déclaration de victoire. Cela m'a brisé le cœur en un million de petits morceaux acérés. J'ai oublié de t'en parler, a-t-elle dit, sa voix suintant d'une fausse sympathie plus insultante que n'importe quel triomphalisme. Elle s'est installée dans son nouveau fauteuil, croisant les jambes, incarnant l'image d'un succès sans effort. Cet après-midi-là, j'ai vidé mon bureau. Ce fut une expérience surréaliste, comme si je sortais de mon propre corps. L'orchidée que j'avais soignée pendant 2 hivers rigoureux, parvenant à lui redonner vie. Le mug à café que ma fille Paige m'avait offert, sur lequel on pouvait lire « Meilleure maman multitâche du monde ». La photo encadrée de notre séminaire d'entreprise où j'avais été nommé employé du trimestre pour la 3e fois consécutive, une photo où Preston se tenait à mes côtés, le bras sur mon épaule, rayonnant de fierté. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai tout emballé dans un triste carton marron. Mais ce que j'ai fait ensuite, ce que j'ai commencé à planifier sur les cendres de cette humiliation, personne, et surtout pas eux, ne l'a vu venir. Le trajet du retour s'est résumé à un flou de feux de signalisation et de virages familiers que mon corps négociait sans que mon cerveau n'ait à intervenir. 17 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour passer du centre de mon univers professionnel aux ruines de mon univers personnel. Chaque point de repère, la boulangerie du coin, le vieux chêne du parc, semblait se moquer de moi. Des vestiges d'une vie qui avait cessé d'exister au moment même où Preston avait prononcé ces mots. Notre maison, celle dans laquelle nous avions investi toutes nos économies, située dans ce magnifique quartier arboré de Portland où nous étions censés vieillir ensemble, me paraissait être celle d'un inconnu. L'air à l'intérieur était lourd et silencieux. La cuisine, avec ses comptoirs démodés et son linoléum qui se décollait, attendait toujours d'être rénovée. Nous avions repoussé les travaux, dans l'attente de cette promotion et de la revalorisation de salaire substantielle qui l'accompagnerait. À présent, je réalisais avec un pincement au cœur qu'elle resterait exactement en l'état, monument d'un avenir qui ne se réaliserait jamais. J'ai posé le carton contenant ma vie de bureau sur la table de la salle à manger, le bruit sourd résonnant dans le silence. Pendant un instant, je suis resté là, sans bouger, à le fixer. Toute ma carrière, mi-identité des 12 dernières années, réduite à une boîte en carton. Un calme étrange et froid m'a envahi. C'était le calme de la sidération, ce genre d'engourdissement qui précède une douleur immense. Mes yeux ont dérivé vers la porte ouverte du bureau de Preston. Et il était là, posé sur une pile de papier sur son bureau, aussi anodin qu'une liste de courses, le contrat de Campbell Industries. Mes pieds ont bougé avant que mon esprit ne le fasse, m'entraînant à travers la pièce comme dans un rêve. Je l'ai ramassé. Les marges étaient couvertes de notes, mais ce n'était pas l'écriture anguleuse et pressée de Preston. C'étaient des lettres bouclées, appliquées, presque enfantines. L'écriture de Cassidy. J'ai vu des dates griffonnées à côté de certaines notes remontant à 6 semaines. 6 semaines de notes stratégiques sur les approches d'engagement client que j'avais élaborées, des détails sur les relations clients que j'avais patiemment construites au fil des ans. Tout y était. Ma propriété intellectuelle disséquée et accaparée par ma propre sœur, sous mon propre toit. La cruauté désinvolte et stupéfiante de cet acte m'a coupé le souffle. Durant le mois écoulé, alors que j'étais un concentré de nervosité et d'excitation, répétant ma présentation de promotion sous la douche, calculant comment l'augmentation allait enfin nous permettre de réparer la toiture qui fuyait et peut-être même de prendre de vraies vacances. Mon mari formait secrètement ma remplaçante, ma sœur. Il s'était assis en face de moi, à cette même table de salle à manger, m'écoutant répéter mes arguments en hochant la tête d'un air encourageant. C'est une entrée en matière percutante, Lorraine, disait-il. Il avait examiné la mise en page de mon dossier, me suggérant de modifier la police de caractère. C'est brillant, ma chérie. Ils vont être impressionnés. Il m'avait fait l'amour la nuit précédente, me serrant dans ses bras sans jamais mentionner que le lendemain, il allait publiquement exécuter ma carrière. La porte d'entrée s'est ouverte à 18h47. L'heure habituelle de Preston. Ses clés ont heurté le bol en céramique près de l'entrée avec leur cliquetis familier et joyeux, un bruit que j'aimais tant autrefois. Ses pas ont résonné dans le hall,
se sont arrêtés un instant lorsqu'il a sans doute aperçu mon carton sur la table de la salle à manger, puis ont continué vers la cuisine. Je me tenais là, un couteau de cuisine à la main, un poivron à moitié coupé sur la planche devant moi. Le geste était automatique, membre fantôme d'une vie normale. « Salut », a-t-il dit en desserrant sa cravate tout en passant à côté de moi. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» La normalité déconcertante de cette question a crispé ma main sur le manche du couteau. Il est passé derrière moi pour prendre une bière dans le réfrigérateur, son eau de Cologne emplissant l'espace entre nous. Cette même eau de Cologne coûteuse que je lui avais offerte pour Noël, choisie parce qu'elle incarnait l'assurance et la réussite. Aujourd'hui, elle sentait le mensonge. « Preston », ai-je dit, en posant très délicatement le couteau sur le plan de travail. Je me suis tourné pour lui faire face. Nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il a fait sauter la capsule de sa bière contre le comptoir en granit, une habitude que je lui avais demandé 100 fois de perdre car cela laissait de petites marques. Il a bu une longue gorgée, le regard fuyant. « Qu'y a-t-il au sujet d'aujourd'hui » a-t-il demandé d'un ton sciemment détaché. « La promotion » ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. « Cassidy. Le fait que tu lui as transmis mon travail pendant des semaines alors que je préparais une présentation dont tu savais qu'elle était parfaitement inutile. » Il a poussé un long soupir las, celui qu'il réservait au moment où il s'apprêtait à m'expliquer que mes sentiments étaient irrationnels. « Lorraine, je t'ai dit que le conseil d'administration s'inquiétait des apparences. C'est un conflit d'intérêts, un mari qui promeut sa femme, cela ne donne pas une bonne image, surtout avec l'acquisition de Fletcher qui approche. » L'acquisition de Fletcher ? Je l'ai dévisagé, incrédule. L'acquisition que j'ai structurée, celle pour laquelle j'ai passé 3 semaines à courtiser leur directrice marketing pour m'assurer que la transition se ferait sans accroc. Cette acquisition précisément est la raison pour laquelle nous avons besoin de quelqu'un comme Cassidy à ce poste, a-t-il dit en buvant une autre gorgée de bière. Quelqu'un qui n'a pas de lien personnel pouvant être interprété comme un conflit d'intérêts. Quelqu'un comme Cassidy, ai-je répété, la voix chargée de sarcasme. La femme qui me demandait encore la semaine dernière ce que signifie le roi. C'est elle qui va mener une acquisition à plusieurs millions de dollars. Elle utilise mes modèles de travail, mes relations clients, s'attribuant le mérite de campagne que j'ai conçu à 3 heures du matin pendant que tu dormais paisiblement à mes côtés. C'est ainsi que fonctionnent les affaires, Lorraine, a-t-il dit d'un ton plat et froid. Il n'y avait aucun regret dans ses yeux, pas la moindre trace de culpabilité, juste le mur froid et inflexible de sa décision. Tu savais qu'il y aurait des situations complexes lorsque nous nous sommes mariés. À cet instant, la sonnette a retenti. Un bruit sec, intrusif. Elle nous a fait sursauter tous les deux. Elle a retenti à nouveau, suivie d'une série de coups rapides et impatients. Je vais ouvrir, ai-je dit, ma voix n'étant plus qu'un murmure. J'avais besoin de fuir l'atmosphère étouffante de cette cuisine. J'ai marché jusqu'à la porte et l'ai ouverte, m'attendant à un livreur, à un voisin, à n'importe qui sauf à la personne qui se tenait sur mon porche. C'était Cassidy. Elle avait quitté son tailleur rouge et portait désormais une tenue de yoga ridiculement chère qui avait dû coûter plus que ma première voiture. Son sourire était différent à présent, plus éclatant, plus sincère, comme si nous étions simplement 2 sœurs, 2 meilleures amies sur le point d'aller prendre un café. « Salut, Lorraine. J'espère que je ne dérange pas pour le dîner », a-t-elle lancé d'un ton enjoué, son regard glissant derrière moi pour inspecter la maison. Derrière moi, j'ai entendu les pas de Preston s'approcher. « Cassidy, qu'est-ce que tu fais là ? Tu pas laissé ça au bureau ?» a-t-elle dit, sortant l'ordinateur portable personnel de Preston d'un sac de créateur démesuré. Elle ne s'adressait pas à moi, elle parlait à lui. « Tu as dit que tu en avais besoin pour la présentation Fletcher demain matin. » Elle lui a tendu l'ordinateur. Leurs doigts se sont effleurés lors de l'échange. C'était un geste minime, insignifiant, mais il était rodé. Familier. Intime. Mon estomac s'est noué. « Merci », a-t-il dit, la voix un peu trop tendue. J'avais complètement oublié. « Pas de problème », a-t-elle répondu, son regard se posant enfin sur moi. « Pour la présentation de demain. Est-ce que je prends le projet de Lorraine comme base ou est-ce que je repars de zéro ? » Repars de zéro, a dit Preston sans une seconde d'hésitation. Nous avons besoin d'une perspective nouvelle. Son attention s'est alors reportée entièrement sur moi, son visage devenant le masque parfait de la compassion d'entreprise. Lorraine, je suis vraiment,
sincèrement désolé pour aujourd'hui. Je sais que cela a dû être inattendu, mais je suis sûr que tu comprends, au fond, que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. » Ces mots parfaitement calibrés, vides de sens et destructeurs. Je me suis contenté de sourire. Ce même sourire poli et professionnel que j'avais perfectionné au cours de milliers de réunions hostiles. « Bien sûr, Cassidy, » ai-je dit, ma voix étant d'une régularité terrifiante. « Je comprends parfaitement. » Après son départ, laissant dans l'air un sillage de parfums coûteux, Preston a refermé la porte et s'est tourné vers moi, un air d'étrange bienveillance sur le visage. « Tu vois ? » Elle essaie juste de se montrer professionnelle face à la situation. « Professionnelle » ai-je répété, le mot ayant un goût de poison dans ma bouche. C'est ainsi que l'on qualifie le fait de se présenter chez moi dans une tenue de sport moulante pour apporter un ordinateur dont tu aurais très bien pu te passer jusqu'à demain. N'en fais pas ce que ce n'est pas, a-t-il prévenu d'un ton bas. Mas, je m'éloignais déjà, montant à l'étage. Dans notre dressing, j'ai attrapé ma grande valise, celle que nous avions achetée pour notre lune de miel à Maui il y a 12 ans. Je l'ai ouverte sur le lit. Preston est apparu dans l'encadrement de la porte, sa bière oubliée toujours à la main. « Qu'est-ce que tu fais ? » Je prends du recul, ai-je dit, sortant des pulls d'un tiroir et les pliant avec une précision mécanique. « Lorraine, ne sois pas dramatique, a-t-il soupiré. Ce n'est qu'un travail. Je me suis arrêté, un pull en cachemire doux que Paige m'avait offert pour Noël entre les mains. Je me suis tourné vers lui, croisant enfin son regard. « Tu as raison, » ai-je dit d'une voix dangereusement calme. Ce n'est qu'un travail. Et ce n'est qu'un mariage où mon mari orchestre mon humiliation professionnelle. Et ce n'était que ma sœur qui passait chez nous à la nuit tombée. Rien de dramatique là-dedans, en effet. Il est resté planté là à m'observer tandis que j'emballais 12 ans de ma vie. Il n'a pas dit un mot pour m'en empêcher. Il a juste regardé. Et dans son silence, j'ai entendu tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce soir-là, je n'ai pas seulement fait une valise. J'ai emporté de la rancœur avec moi. Et dans le calme impersonnel de la chambre d'amis de ma sœur Beverly, j'ai commencé à élaborer un plan. Juste avant de sombrer dans un sommeil agité, j'ai consulté mon application bancaire. Un effroi glacial m'a saisi. Le compte d'épargne joint, celui qui contenait la majeure partie de nos liquidités, affichait un solde de 0. Il avait tout transféré. Puis j'ai vu la notification par email de la banque. Objet, demande de clôture de compte traité. Il ne s'était pas contenté de m'évincer de l'entreprise, il m'avait exclu de ma propre vie. J'ai passé ma première nuit d'exil chez ma sœur aînée, Beverly. Elle a ouvert la porte, a jeté un regard sur mon visage et sur la valise que je tenais, puis m'a simplement serré fort dans ses bras. Elle n'a pas posé de questions, elle m'a juste conduite dans sa chambre d'amis, un espace calme et paisible qui s'apparentait à un sanctuaire. Mas, le sommeil n'est pas venu. Je suis resté allongé sur les draps frais, les yeux fixés sur ce plafond inconnu, le poids écrasant de ma nouvelle réalité s'abattant sur moi. Je n'avais plus de travail. Mon mariage était un mensonge. Ma propre sœur avait orchestré ma chute. Et désormais, je n'avais plus d'argent. Preston avait été méthodique. Il ne s'était pas contenté de me prendre au dépourvu, il m'avait asphyxié financièrement. Le lendemain matin, poussé par un espoir désespéré et insensé, j'ai fait la seule chose sur laquelle je pensais encore pouvoir compter. J'ai appelé mes parents. J'avais simplement besoin d'entendre la voix de ma mère, qu'elle me dise que tout cela n'était qu'une terrible erreur, qu'ils étaient de mon côté. « Maman », ai-je dit, la voix brisée, trahissant la façade calme que je m'efforçais de maintenir. Quelque chose d'affreux s'est produit. J'ai tout déballé dans un flot de paroles étouffées par l'émotion. La réunion, la froideur de Preston, le sourire suffisant de Cassidy, mes années de travail cédées comme un simple cadeau. Je lui ai parlé du compte bancaire bloqué, de ce sentiment de dévastation totale. J'attendais une explosion de colère maternelle en ma faveur, pour la compassion, la promesse qu'elle et papa prendraient le premier avion pour Portland. Au lieu de cela, un lourd et long silence s'est installé à l'autre bout du fil. Un silence si profond que j'ai cru que la communication avait coupé. Lorraine, a fini par dire ma mère, d'une voix tendue et faible. Es-tu absolument sûr que tu n'es pas en train de surréagir ? Tout le sang s'est retiré de mon visage. J'ai eu le vertige. Surréagir, maman ? Il a donné mon poste à Cassidy devant toute l'équipe de direction.
Il m'a bloqué l'accès à nos économies. Eh bien, a-t-elle dit, et je pouvais entendre en arrière-plan le murmure lointain de mon père qui lui soufflait ces mots. Preston est un homme qui réussit très bien. En tant que PDG, il subit beaucoup de pression. Il doit avoir ses raisons. Et Cassidy, elle t'a toujours tellement admiré. Tu devrais peut-être voir cela comme une opportunité de l'accompagner, de la guider. Les mots ne voulaient plus sortir. Ma gorge s'est nouée. L'accompagner, maman ? Elle a conspiré avec mon mari pour voler ma carrière. Ils ont une liaison. Les mots sont sortis avant que je ne puisse les retenir. Voyons, Lorraine, n'emploie pas un langage aussi dramatique et vulgaire, m'a tensé ma mère, le ton devenant sec. Tu n'en as aucune preuve. Tu as toujours été si ambitieuse, si entière. Cela peut être difficile à gérer pour un homme. C'est peut-être le signe que tu devrais ralentir le rythme, te concentrer sur ton rôle d'épouse. Cassidy est simplement plus douée pour. Eh bien, pour se montrer attentionnée. Elle sait comment donner de l'importance à un homme comme Preston. Tu devrais peut-être prendre exemple sur ta sœur. Apprendre à être plus douce, plus conciliante avec ton mari. J'ai raccroché sans dire au revoir. J'avais l'impression d'avoir reçu une gifle plus violente que n'importe quel coup physique. Ce n'était plus seulement la trahison de mon mari et de ma sœur. C'était celle de mes propres parents. Ils avaient choisi leur camp, et ce n'était pas le mien. Ils avaient toujours préféré Cassidy, la jolie fille charmante, tandis que j'étais la fille sérieuse et déterminée. Je comprends aujourd'hui que ma réussite ne les avait pas rendus fiers, elle les avait mis mal à l'aise. Elle mettait en évidence tout ce que Cassidy n'était pas. Cette nuit-là, blotti dans la sécurité de la chambre d'amis de Beverly, j'ai réalisé que j'étais totalement, absolument seul. Le désespoir était presque palpable, comme une lourde couverture menaçant de m'étouffer. J'ai pleuré jusqu'à épuisement de mes larmes, jusqu'à ce que mon corps ne soit plus qu'une enveloppe vide de fatigue et de chagrin. J'avais touché le fond. C'était le moment où soit on se brise définitivement, soit on commence à rassembler ces morceaux pour devenir plus forte, plus tranchante. Et alors que les premières lueurs grises de l'aube filtraient à travers la fenêtre, un autre sentiment a commencé à naître au creux de mon estomac, prenant le pas sur le chagrin. C'était de la rage, une rage froide, dure, salvatrice. Une rage qui balayait les larmes et laissait place à un mental d'acier. Il m'avait poussé du haut d'une falaise, dans l'abîme le plus sombre. Il n'avait simplement pas réalisé qu'il m'avait donné des ailes dans ma chute. La tranquille maison de banlieue de Beverly s'est transformée en quartier général. Elle a été mon pilier, m'apportant discrètement du café, de la nourriture et le calme dont j'avais besoin pour réfléchir. Mon premier défi était d'ordre pratique. J'étais une armée sans armes. Mon accès au serveur de l'entreprise avait été révoqué, ma messagerie bloquée, ma vie numérique effacée. Mais Preston avait commis une erreur cruciale et arrogante, il avait sous-estimé ma mémoire. Il savait que j'étais une excellente directrice marketing, mais il avait oublié qu'il y a 15 ans, alors que nous n'étions qu'une jeune entreprise modeste dans des bureaux loués, c'était moi qui avais conçu et bâti toute l'architecture réseau de la société. J'en connaissais les accès dérobés, les chemins oubliés. J'en connaissais les failles parce que je les avais créées. La bibliothèque publique locale, avec ses rangées d'ordinateurs anonymes et son Wi-Fi gratuit, est devenue mon nouveau bureau. L'odeur du vieux papier et de l'encaustique m'apportait un étrange réconfort au milieu du chaos. Pendant 3 jours complets, de l'ouverture à la fermeture, je suis resté installé dans un box d'angle, buvant à petites gorgées le café tiède de mon thermos, mes doigts volant sur le clavier encrassé d'un ordinateur public. Ce fut une course contre la montre minutieuse et éprouvante. Je sentais que leur service informatique, mon ancienne équipe, était en train de fermer les accès, de colmater les brèches par lesquelles je me faufilais. Mon écran vacillait, des connexions se perdaient, et je devais trouver un autre chemin en utilisant d'anciens mots de passe administrateurs définis 10 ans plus tôt, en priant pour que personne n'ait pris la peine de les modifier. Mon cœur battait la chamade, mêlant peur et adrénaline. Chaque fois qu'une bibliothécaire passait près de moi, j'étais persuadé que j'allais me faire prendre. Mais le 3e après-midi, épuisé et sur le point de renoncer, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ce n'était pas dans le répertoire marketing principal. C'était enfoui au plus profond d'un disque de serveur de partition, faussement étiqueté, audit financier du 3e trimestre. Un dossier si rébarbatif que personne n'aurait l'idée d'y regarder de plus près. Mais le nom du seul sous-dossier qu'il contenait m'a donné des frissons, Projet Rossignol.
C'était un nom de code dont Preston et moi avions plaisanté des années auparavant pour désigner un hypothétique coup d'État interne. Il utilisait nos anciennes plaisanteries pour dissimuler sa trahison. Ma haine tremblait en double-cliquant dessus. Tout y était un plan méticuleux et froid pour m'évincer, remontant à près d'1 an. Il y avait des emails entre Preston et Cassidy qualifiant mon surinvestissement émotionnel envers les clients de faiblesse critique. Il y avait des évaluations professionnelles falsifiées que je n'avais jamais vues, remplies de plaintes inventées par des collègues anonymes sur mon style de management jugé cassant. On y trouvait des projections financières détaillées modélisant les performances de l'entreprise après mon départ, avec Cassidy à la direction. Mais ce sont les autres fichiers qui m'ont donné la nausée. Un sous-dossier intitulé « Déplacements et relations publiques ». Il était rempli de photos. Des dizaines. Preston et Cassidy à un séminaire de direction à San Diego, un événement auquel je devais initialement participer avant que Preston ne m'affirme qu'il était annulé à la dernière minute pour des raisons budgétaires. Ils étaient sur la plage, riant, son bras posé de manière possessive sur ses épaules dénudées. Une photo d'eux s'embrassant, les lumières de Chicago scintillant derrière eux sur le balcon d'une suite d'hôtels dont je savais pertinemment qu'elle avait été réglée avec la carte de l'entreprise. Des reçus pour des dîners dans des restaurants dont l'addition dépassait mes mensualités de crédit auto, pour des bijoux, pour des escapades d'un week-end. Le tout méticuleusement classé sous l'étiquette « Relations clients ». La barre de téléchargement progressait avec une lenteur exaspérante. 98%. 99%. Tout mon corps était tendu. Au moment précis où le transfert s'est achevé et où la petite icône est apparue sur ma clé USB, l'écran est devenu noir. Un message austère s'est affiché en lettres blanches, alerte système. Accès non autorisé détecté. Votre adresse IP a été enregistrée. Il m'avait repéré, mais il était trop tard. J'ai débranché calmement la clé USB. Sur ce petit morceau de plastique, glissé en sécurité dans la poche de mon jean, je détenais l'intégralité de leur conspiration. Je suis sorti de cette bibliothèque non pas en victime, mais en chasseuse, les poches pleines de munitions. Preston et Cassidy ne s'étaient pas contentés de me licencier, ils s'étaient appliqués à faire table rase pour que plus rien ne puisse repousser derrière. Les rumeurs ont débuté presque immédiatement une campagne de dénigrement coordonnée et féroce. Je les percevais par le bouche à oreille, par les silences soudains et embarrassés lorsque j'appelais d'anciens collègues, par des entretiens d'embauche annulés à la dernière minute sans explication. Tu as entendu pour Lorraine? On dit qu'elle a été renvoyée pour faute grave. Elle n'a pas supporté la pression. Non, j'ai entendu dire qu'elle s'était fait prendre à gonfler ses notes de frais. Apparemment, ça se chiffrait en milliers de dollars. C'était diabolique de précision. Il ne s'en prenait pas seulement à mon travail, il s'attaquait à ma moralité, à mon intégrité. Cette réputation professionnelle que j'avais mis 15 ans à bâtir par mon honnêteté et mon investissement était méthodiquement détruite, mensonge après mensonge. J'ai envoyé des dizaines de CV. J'étais surqualifié pour la plupart des postes, et pourtant mon téléphone restait muet. Les rares entretiens que j'obtenais étaient tendus et étranges. Les recruteurs examinaient mon excellent parcours, puis me regardaient avec une sorte de méfiance apitoyée. J'étais devenu radioactive. Le moment le plus difficile a été lorsque j'ai contacté Marc, un cadre supérieur que j'avais personnellement encadré pendant 5 ans. Nous avions été amis. J'avais assisté à son mariage, fêté la naissance de son premier enfant. Je l'avais soutenu, j'avais poussé pour ses 2 dernières promotions. Je l'ai appelé, mettant toute fierté de côté, simplement pour lui demander s'il acceptait d'être mon référent professionnel, de témoigner de ma conscience professionnelle et de ma probité. Il y a eu un long silence embarrassant. Lorraine, je ne peux pas, a-t-il bégayé, la voix trahissant un malaise presque pire qu'un refus net. Les choses sont vraiment compliquées ici en ce moment. Preston a été très clair sur le fait que. Eh bien, que quiconque reste en contact avec toi verra sa loyauté remise en question. C'est donc tout, ai-je demandé, la voix blanche. Après toutes ces années, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas juste les laisser me détruire avec des mensonges? J'ai un crédit immobilier, Lorraine, a-t-il dit doucement, la voix pleine de honte. J'ai 2 enfants dans le privé. Je suis désolé. Vraiment. Il a rappelé. Cette trahison de la part de quelqu'un en qui j'avais confiance et que j'avais soutenu m'a blessé plus profondément que je ne l'aurais cru. Ce fut une leçon brutale de survie en entreprise. Quand le navire sombre,
les rats ne se contentent pas de fuir, ils sont prêts à vous dévorer pour s'en servir de bouée de sauvetage. Mais leur politique de la terre brûlée a eu un effet secondaire inattendu, elle les a rendus négligents. Ils étaient tellement concentrés sur la destruction de ma réputation et la réécriture du passé qu'ils n'ont pas prêté attention au présent. C'est à ce moment que j'ai décidé d'arrêter de me défendre et de commencer à enquêter sur eux. S'ils comptaient m'accuser de malversation financière, j'allais découvrir où se situait la véritable corruption. Et grâce aux fichiers présents sur ma clé USB, j'avais une idée très précise de l'endroit où commencer à chercher. Je savais que je ne pourrais pas gagner cette guerre seul. J'avais besoin d'alliés, de personnes à qui ce même système avait nui et qui avaient leur propre compte à régler. Mon premier appel a été pour Elisa Carter. La retrouver n'a pas été facile. Après avoir été poussée dehors, elle avait pratiquement disparu du monde professionnel. Pas de profil LinkedIn à jour, pas d'annonce de nouveaux postes. Il m'a fait 2 jours de recherches intensives sur Internet, mais j'ai fini par trouver son nom, répertorié comme comptable à temps partiel pour une petite entreprise familiale de construction, dans une zone industrielle poussiéreuse en périphérie de la ville. Je suis entré dans le bureau encombré, où flottait une odeur de sueur et de café. Elisa était assise derrière un bureau en métal, me paraissant plus frêle que dans mes souvenirs, ses tailleurs autrefois impeccables ayant fait place à un gilet délavé. En me voyant, ses yeux se sont écarquillés, mêlant surprise et inquiétude. Nous nous sommes installés dans une minuscule salle de pause sans fenêtre qui sentait le pop-corn. Je lui ai tout exposé, le guet-apens, la campagne de dénigrement, les preuves que j'avais récupérées. Elle a écouté attentivement, le visage fermé. « Je ne peux pas t'aider, Lorraine », a-t-elle dit d'un ton monocorde lorsque j'ai eu fini, fuyant mon regard. J'ai signé un accord de non-divulgation assorti d'une clause de non-dénigrement très stricte. L'avocat de Preston s'est assuré qu'il soit blindé. Il me ruinera en procès. J'ai déjà perdu ma carrière. Je ne peux pas perdre ma maison en plus. Il m'a déjà ruiné, Elisa, ai-je dit d'une voix basse mais déterminée. Ils ne se contentent plus de licencier les gens, ils essaient de les effacer. Toi, moi, qui sera le suivant? Ils bâtissent leur petit empire sur nos tombes. Je me suis penché en avant, ancrant mon regard dans le sien. Ils m'ont accusé de vol, alors j'ai cherché. Je détiens les notes de frais que Cassidy a présentées, celles pour les relations clients. Des dîners pour 4 dans des restaurants 5 étoiles des soirs où le client se trouvait de manière vérifiable dans un autre état. Des suites d'hôtels, des bijoux. J'ai vu une lueur s'allumer dans ses yeux, la saine colère d'une collègue comptable qui a horreur de la fraude grossière. Il est devenu arrogant, ai-je insisté. Et elle est stupide. Elle ne se contente plus de gonfler ses notes de frais, elle commet une fraude bancaire en facturant des heures sur des contrats fédéraux pour des prestations qui n'ont jamais été réalisées. Ce n'est plus de la mauvaise gestion, c'est un délit pénal. Et ta signature figure sur le dernier bilan comptable propre. La mienne figure sur les projets dont elle s'attribue le mérite. Nous sommes les 2 seules personnes sur Terre capables d'assembler les pièces de cette sombre histoire et de la prouver. Elle est restée silencieuse pendant ce qui m'a semblé une éternité, ses doigts suivant le bord de sa tasse de café en polystyrène. Enfin, elle a levé les yeux vers moi, le regard déterminé. Quand je suis parti, a-t-elle dit lentement, j'ai effectué une sauvegarde complète et cryptée de toute la base de données financières du 2e trimestre. Par simple précaution personnelle. Elle a plongé la main dans son sac en cuir usé et en a sorti une petite clé USB argentée. J'ai aussi cet enregistrement, a-t-elle ajouté dans un murmure, de Preston lors de mon entretien de départ. Il ne s'est pas contenté de faire pression pour que je valide les dépenses de Cassidy, il m'a explicitement ordonné de trouver un moyen d'ajuster les chiffres pour le rapport trimestriel de son département, en précisant que si je m'y refusais, il appellerait personnellement tous les cabinets de recrutement de l'État pour m'inscrire sur liste noire. Elle a fait glisser la clé USB et un minuscule enregistreur audio sur la table en formica usée. Il voulait la guerre, a-t-elle dit, un sourire sombre et déterminé s'affichant pour la première fois sur son visage. Donnons-la lui. J'ai quitté son bureau avec bien plus que des preuves. J'avais mon premier soldat, et elle venait de me fournir une arme de gros calibre. Mon étape suivante a été un petit restaurant calme pour y rencontrer 2 autres femmes évincées l'année passée et l'ancienne directrice de la planification stratégique et la vice-présidente des opérations. Autour de frites grasses et d'un mauvais café, elles m'ont raconté leur histoire et des histoires d'idées volées par Cassidy, d'autorité bafouée par Preston, de manipulation et de mise à l'écart jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de démissionner. À mon départ,
je disposais d'une pile d'attestations sous serment et d'un réseau de femmes prêtes à tout faire sauter. L'offre de Marcus Whitman, le PDG de Meridian Global, notre concurrent le plus important et le plus respecté, a eu l'effet d'une bouée de sauvetage lancée depuis un cuirassé à une naufragée sur un radeau de fortune. Il m'a appelé sur mon téléphone prépayé bon marché par un après-midi de mardi pluvieux. J'étais assise dans ma voiture devant chez Beverly, observant les gouttes de pluie tracer des sillons sur le pare-brise, sentant le poids familier du désespoir m'envahir la poitrine. « S'agit-il bien de Lorraine Wallace ?» a demandé une voix grave et assurée. J'ai failli ne pas répondre. J'étais las des appels de créanciers et de recruteurs qui avaient soudainement choisi une autre voie. « C'est moi-même », ai-je répondu d'un ton monocorde. « Lorraine, je m'appelle Marcus Whitman. Je suis le PDG de Meridian Global. J'espère que je ne vous dérange pas. » Je me suis redressé d'un coup, manquant de m'étouffer. C'était comme recevoir un appel du président. « Monsieur Whitman. »« Bonjour. »« Non, pas du tout. » Les larmes me sont montées aux yeux. Être reconnu, voir mon travail réel et mes réussites saluées après des semaines passées à être traité comme une paria. C'était bouleversant. J'ai dû placer ma main sur le micro du téléphone pour étouffer un sanglot. Le milieu des affaires de Portland est plus restreint qu'on ne le pense, a-t-il poursuivi d'une voix bienveillante mais très professionnelle. Les bruits courent vite lorsqu'un profil de premier ordre se retrouve soudainement et inexplicablement sur le marché. Nous développons notre division marketing stratégique. Le poste proposé est celui de directrice, mais pour être honnête, ce n'est qu'un point de départ. Je vous propose un salaire de base supérieur de 30% à ce que je suppose que vous gagnez, un contrôle créatif total et un budget pour bâtir votre propre équipe à partir de zéro. J'étais sans voix. Mon esprit s'embrouillait. Il y a encore une chose, a-t-il ajouté, et je devinais son sourire à sa voix. Je vais demander aux juristes de l'entreprise d'examiner votre clause de non-concurrence. Compte tenu des circonstances de votre départ, qui s'apparente selon moi à un licenciement déguisé, je suis prêt à parier que nous pourrons facilement la contourner. Ramenez-moi 3 de vos anciens comptes majeurs, et je vous nomme vice-présidente d'ici 6 mois. Qu'en dites-vous, Lorraine? Êtes-vous prête à venir jouer dans la cour des grands? Debout dans cette allée sombre et détrempée par la pluie, j'ai senti la première étincelle d'espoir s'enflammer. Ce n'était pas simplement un travail, c'était un tremplin, un trésor de guerre, une rédemption. J'accepte, ai-je dit, ma voix étant posée et claire pour la première fois depuis des semaines. Quand puis-je commencer? Lundi, a-t-il dit. Bienvenue chez Meridian, Lorraine. Je pense que nous allons accomplir de grandes choses ensemble. J'ai raccroché et j'ai expiré un souffle que je ne savais pas avoir retenu depuis un mois. La donne venait de changer. Je n'étais plus une femme désespérée, sans emploi, luttant pour des miettes, j'étais la future directrice de Meridian Global, et j'avais une armée à lever. Mon appel suivant a été pour ma fille, Paige. J'ai essayé de la préserver du pire, lui donnant de vagues assurances sur le fait que je prenais simplement un peu de repos. Mais j'avais besoin d'elle à présent, non seulement pour son soutien moral, mais pour ses compétences. « Maman, ta voix est différente », a-t-elle dit, décelant immédiatement le changement lorsque je lui ai annoncé la nouvelle. « On dirait que tu es redevenue toi-même. J'ai un combat à mener, ma chérie. Un grand combat. Et j'ai besoin de ton aide. Tout ce que tu voudras, a-t-elle répondu sans une seconde d'hésitation. Paige étudiait l'informatique, c'était une enfant du numérique, brillante et dotée de compétences techniques que je ne pouvais que feindre de posséder. Ce soir-là, au cours d'un long appel vidéo crypté, elle est devenue ma conseillère technique. Elle m'a guidé pour configurer une sécurité multicouche sur toutes mes preuves, créant un dispositif de sécurité automatique qui transmettrait les fichiers à un journaliste s'il m'arrivait quoi que ce soit. Si tu pars en guerre, maman, tu dois protéger tes communications et tes acquis, a-t-elle déclaré, son jeune visage affichant une détermination sans faille qui faisait écho à la mienne. Puis elle a hésité. Maman, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre avec tante Cassidy. Sa façon de rire trop fort aux blagues de papa. Son besoin d'être toujours le centre de l'attention. Au dernier Thanksgiving, elle l'a appelé chérie devant tout le monde. J'ai eu envie de lui jeter tout le saladier de sauce au canneberge à la figure. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ai-je demandé doucement. Parce que tu avais l'air heureuse, a-t-elle dit d'une voix timide. Et je me disais que je faisais juste ma crise d'adolescente jalouse. Elle a levé les yeux,
croisant mon regard à travers l'écran. Mais ce n'est pas le fruit de mon imagination, n'est-ce pas? Non, ma chérie, ai-je répondu, le cœur serré face à cette innocence qu'elle venait de perdre. Ça ne l'est pas. Je tenais désormais ma plus précieuse alliée. Les femmes de la famille Wallace partaient officiellement en guerre. Mon nouveau travail étant assuré et mes preuves cryptées et sauvegardées en sécurité dans 3 emplacements différents grâce à Paige, le moment était venu de passer de la défensive à l'offensive. Preston et Cassidy pensaient combattre un fantôme, ils ne se doutaient pas que j'allais faire s'écrouler toute la maison hantée sur leur tête. Ma première action fut discrète, précise et visait directement le cœur de leur structure de pouvoir. C'était un email rédigé et réécrit 17 fois, jusqu'à ce que chaque mot soit une flèche parfaitement acérée et empoisonnée. Ce n'était pas une accusation, c'était l'expression d'une vive inquiétude concernant une possible mauvaise gestion fiduciaire et son incidence sur la valeur pour les actionnaires. Je l'ai envoyé depuis une adresse email anonyme et sécurisée à un destinataire unique, très soigneusement sélectionné, Sterling Hay, le plus ancien membre du conseil d'administration, d'une rigueur éthique légendaire. Et un homme qui méprisait personnellement le style ostentatoire et les raccourcis de Preston. Le message ne mentionnait pas mon nom ni mon licenciement scandaleux. Il exposait simplement une série de corrélations de données troublantes que tout administrateur compétent jugerait alarmantes. Il démontrait, document lourdement cavardé à l'appui, comment le budget du département marketing avait enregistré une hausse de 40% des dépenses discrétionnaires et de relations publiques coïncidant exactement avec la promotion de Cassidy. Il soulignait, à l'aide de données publiques, comment les chiffres de fidélisation de la clientèle, bien qu'affichés stables, étaient maintenus artificiellement en masquant la perte discrète de 3 comptes intermédiaires à des pertes survenues peu après le départ de leur interlocuteur principal, moi. Il signalait que la rotation du personnel dans ce département spécifique avait triplé en 6 mois, les entretiens de départ évoquant des problèmes de management qui, selon les dossiers RH que j'avais réussi à entrevoir, n'avaient jamais été traités ou signalés. J'ai joint un unique tableau, largement cavardé, issu des fichiers d'Elisa, juste assez pour prouver que les chiffres étaient bien réels et que j'en détenais d'autres. Cet email était conçu pour allumer un incendie ciblé dans le seul endroit que Preston ne pourrait pas facilement maîtriser, la salle du conseil. C'était une invitation formelle lancée au conseil d'administration pour qu'il commence à poser ses propres questions. Ma deuxième démarche fut publique, conçue pour générer une pression externe. J'ai passé tout un week-end à rédiger un article pour LinkedIn. Son titre était « Quand le mérite cède face aux intrigues, étude de cas sur l'échec du leadership en entreprise ». C'était une analyse universitaire, froide et clinique, d'une entreprise, hypothétique, où les promotions reposaient sur les relations personnelles plutôt que sur la réussite professionnelle. J'y démontrais, graphique à l'appui, comment un tel environnement conduit inévitablement à l'instabilité financière, à la perte de savoir-faire interne et à une culture toxique qui fait fuir les meilleurs éléments. Je n'ai cité aucun nom ni aucun élément d'identification de l'entreprise, mais pour quiconque évoluait dans le milieu fermé des affaires de Portland, les similitudes seraient évidentes et profondément embarrassantes. J'ai programmé sa publication pour le vendredi suivant, à midi pile, heure à laquelle la plupart des cadres et professionnels du secteur consultent leur téléphone pendant leur pause déjeuner. Puis j'ai attendu. La mèche était allumée. La première explosion devait se produire au conseil d'administration, et la seconde était prévue devant le tribunal de l'opinion publique. Il ne restait plus qu'à regarder l'ensemble s'enflammer. L'explosion s'est produite plus rapidement et de manière plus spectaculaire que je ne l'aurais jamais imaginé. Sterling Hay, comme je l'avais pressenti, était un homme qui avait horreur des approximations et du flou financier. Le vendredi matin, il a contourné Preston et a usé de son autorité d'administrateur indépendant principal pour convoquer une réunion d'urgence du conseil. Mon ancien collègue Timothy, un jeune garçon appliqué et attachant que j'avais formé, est devenu mes yeux et mes oreilles, m'envoyant une série de SMS en rafale qui faisaient battre mon cœur à tout rompre. 7h43, réunion d'urgence du conseil convoquée pour 8h. L'ordre du jour mentionne simplement « Question de gouvernance urgente ». Tout le monde panique. 8h15, Preston et Cassidy viennent d'entrer dans la salle du conseil. Ils ont l'air d'avoir vu un fantôme. Preston est en sueur. 9h02, ils ont appelé Bethany des RH. La porte est fermée, mais j'entends des éclats de voix. Sterling et hurle. À midi pile, alors que le chaos se déroulait à huis clos, mon article sur LinkedIn a été publié. En moins de 30 minutes, il comptait près de 50 commentaires et avait été partagé plus d'une centaine de fois. Mais au-delà des chiffres, c'était la teneur des réactions qui importait.
Des femmes et des hommes de tout le secteur ont commencé à témoigner, racontant comment ils avaient été écartés au profit du fils incompétent du patron ou de la nouvelle compagne du PDG. Le fil de commentaires s'est transformé en une tribune publique et virale contre la trahison et le népotisme en entreprise. Mon histoire était devenue la leur. Mais à 14h17, le commentaire le plus important s'est affiché, celui qui a transformé un feu de broussailles en un véritable brasier. Il émanait de Robert Campbell, le puissant et très respecté PDG de Campbell Industries, notre client le plus important. Il écrivait simplement, une analyse pertinente et préoccupante. Les transitions de direction ne devraient jamais compromettre la continuité des projets ni les relations clients. Je commence à m'inquiéter des récents changements affectant la gestion de notre compte. J'apprécierais un entretien direct avec Lorraine Wallace concernant la campagne en cours qu'elle a initiée. Il m'avait tagué publiquement. C'était le coup de grâce. Mon téléphone prépayé a sonné quelques minutes plus tard. C'était la ligne directe de Robert. Lorraine, a-t-il dit d'une voix grave et sans préambule. Je viens d'apprendre votre départ cette semaine. C'est inacceptable. Nous investissons 2 millions de dollars par trimestre dans des stratégies que vous avez personnellement élaborées. Je viens d'avoir un appel très déroutant avec Cassidy. Elle s'est avérée incapable de répondre à la moindre question de base sur nos cibles démographiques pour le 4e trimestre. Elle ignorait même que nous avions réorienté nos efforts vers le marché du Sud-Ouest. Je suis sûr qu'elle va se mettre à niveau, ai-je dit, ma voix étant un modèle de neutralité professionnelle. Nous n'avons pas le temps pour cela, a-t-il répliqué sèchement. Elle a essayé de me faire croire que la nouvelle stratégie était son idée. Je sais pertinemment que c'est vous qui me l'avez présentée en personne il y a 6 mois. Nous avons besoin de vous, Lorraine. Si vous êtes disponible pour des missions de conseil indépendant, Campbell Industries s'assurera vos services immédiatement quel qu'en soit le prix. En réalité, Robert, ai-je dit, un sourire triomphant se dessinant lentement sur mon visage. J'ai accepté un poste chez Meridian Global. Je commence lundi. Il y a eu un silence de stupéfaction à l'autre bout du fil, suivi d'un rire sonore et chaleureux. Marcus Whitman a enfin pris une décision intelligente. C'est une bonne chose pour lui, et pour nous. Attendez-vous à un appel de mon service juridique dès lundi matin 1er heure. Nous transférons notre compte. Le premier domino venait de tomber, et c'était un morceau de taille, pesant plusieurs millions de dollars. Si vous m'écoutez encore, et j'espère sincèrement que c'est le cas, pourriez-vous me rendre un petit service? Aimez cette vidéo et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous. Cela m'aide plus que vous ne le pensez. Cela m'indique que vous m'accompagnez dans cette aventure, que mon histoire a de l'importance. C'est un immense encouragement à continuer. Alors, s'il vous plaît, tapez simplement le chiffre 1 pour que je sache que vous êtes là. Et maintenant, laissez-moi vous raconter la suite. Après l'appel de Robert Campbell, les vannes se sont ouvertes. Ce fut un raz-de-marée. À 16h, mon téléphone, resté muet pendant des semaines, n'arrêtait plus de vibrer. 2 autres clients d'envergure, les hôtels Morrison et Pinnacle Brands, avaient vu le commentaire public de Robert sur LinkedIn et avaient appelé Preston directement, menaçant de rompre leur contrat de plusieurs millions de dollars. Tous deux citaient expressément la perte inacceptable et inexpliquée de leur principal interlocuteur stratégique, moi. Preston, manifestement pris d'une panique totale et faisant preuve de ce manque de jugement qui allait devenir sa marque de fabrique, a commis une erreur monumentale. Il a demandé à Cassidy d'envoyer un email à toute l'entreprise. Dans ce message, elle s'attribuait ouvertement et exclusivement le mérite de chaque réussite majeure de la société au cours de l'année écoulée, la relation avec Campbell Industries, la résolution de la crise des hôtels Morrison, la refonte du marketing numérique qui nous avait vu décerner 2 distinctions professionnelles. C'était un mensonge désespéré, grossier et facile à démonter. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais un coup d'avance. Plus tôt ce matin-là, anticipant une telle réaction, j'avais envoyé un petit dossier depuis une adresse email sécurisée à mes contacts personnels, les vice-présidents marketing de chacune de ces entreprises clientes. Ce dossier contenait les fichiers originaux et non modifiables des projets, avec des métadonnées intégrées indiquant mon nom en tant qu'auteur et un historique complet des révisions retraçant mon travail sur plusieurs mois. Son email ne l'a pas fait passer pour une dirigeante qui s'impose, il l'a fait passer pour une imposture et une imbécile. Vers 18h30, je me trouvais dans la chambre d'amis calme de Beverly, rangeant le peu d'affaires qu'il me restait dans ma valise, me préparant pour ma nouvelle vie qui débutait le lundi.
J'ai entendu une voiture s'arrêter brusquement dehors dans un crissement de pneus, suivi du claquement d'une portière. C'était Preston. Il n'a pas frappé, il a remonté l'allée en trombe et a martelé la porte comme s'il cherchait à l'enfoncer. Beverly a ouvert, sa silhouette imposante et protectrice lui barrant le passage. « Tu n'es pas le bienvenu ici, Preston. Je dois parler à ma femme », a-t-il lancé d'un ton rageur, le visage pâle et couvert de plaques rouges, essayant de la bousculer. J'ai marché vers l'entrée, calme et maîtresse de moi. Nous n'avons plus rien à nous dire. Ses yeux, lorsqu'ils ont croisé les miens, étaient empreints d'un désespoir que je ne lui avais jamais vu. « Lorraine, s'il te plaît », a-t-il supplié. « Tu dois t'arrêter ça. Tu dois rappeler Robert Campbell. Dis-lui que c'est un malentendu. Tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit. » « Non, Preston, » ai-je répondu, d'une voix froide et dure comme l'acier. « Je ne détruis pas ce que nous avons construit. Je te regarde détruire ce que toi et ma sœur m'avez volé. » Il a tressailli comme si je l'avais giflé. « Ce n'est pas juste, » a-t-il gémi. « Juste, » ai-je ri, d'un rire amer et cinglant qui n'avait rien d'amusé. « Tu veux parler de justice ? Était-ce juste de m'humilier devant mes collègues ? Était-ce juste de conspirer avec ma propre sœur pour détruire ma carrière et ma réputation ? Était-ce juste de me bloquer l'accès à mon propre compte bancaire et de me laisser sans rien, pas même de quoi me payer un bon avocat pour le divorce ? Il a eu le culot de paraître sincèrement choqué, comme si cette idée ne lui avait même pas traversé l'esprit. C'était l'idée de Cassidy, a-t-il lâché, la voix montant d'un ton sous le coup de la panique. Elle disait que si on ne te coupait pas les vivres, tu essaierais de te défendre, de prendre la moitié de tout. Elle cherchait juste à protéger l'entreprise. La facilité avec laquelle il l'a sacrifiée pour se sauver était d'une lâcheté prévisible. Ce n'était pas un roi, c'était juste un lâche qui avait brièvement porté une couronne. Ce n'est pas une petite amie de passage, Preston. C'est ma sœur, lui ai-je craché au visage. Et toi ? Tu es mon mari. Ou du moins, tu l'étais. Lorraine, s'il te plaît, a-t-il supplié, la voix brisée, dépouillée de toute superbe. Ce n'était plus qu'un petit homme terrifié qui regardait son monde s'effondrer. Je te la donne, cette promotion. Je t'accorde une augmentation de 50% dès maintenant. Je renvoie Cassidy demain matin. On peut arranger ça. On peut revenir comme avant. Je l'ai simplement regardé, cet homme pathétique et brisé qui rampait sur le pas de la porte de ma sœur, et je n'ai rien éprouvé. L'amour s'était éteint, la colère était retombée, et il ne restait plus qu'une immense et vide pitié. C'est trop tard, ai-je dit doucement, mais d'un ton sans appel. J'ai déjà accepté un poste chez Meridian Global. Et Campbell Industries, les hôtels Morrison et Pinnacle Brands. Ils me suivent. J'ai fait un pas en arrière, signifiant son congé en silence. Tu devrais probablement rentrer chez toi et appeler ton avocat, Preston. J'ai l'impression que tu vas en avoir besoin. Beverly, sans un mot, a refermé la porte doucement mais fermement au nez de Preston. La guerre n'était pas finie, mais je venais de remporter la bataille décisive. Le lundi matin chez Meridian Global m'a donné l'impression de franchir un portail vers un autre univers. Le bâtiment lui-même était imposant, une structure de verre et d'acier étincelante qui s'élançait dans le ciel de Portland, preuve d'une réussite assise sur la compétence et non sur les relations. Le hall était baigné de lumière et animé par le bourdonnement discret d'une activité constructive. Mon nouveau bureau était une suite d'angles au 22e étage, dotée de baies vitrées s'étendant du sol au plafond qui offrait une vue panoramique sur toute la ville. Par temps clair, on pouvait apercevoir le sommet majestueux et enneigé du mont Hood. Sur le grand bureau en acajou était posée une plaque simple et élégante, Lorraine Wallace, directrice du marketing stratégique. Pas la femme de quelqu'un, pas une solution de secours, juste mon nom, ma réussite. Je me suis installé dans le fauteuil en cuir souple et de grande qualité, j'ai passé la main sur la surface lisse et propre du bureau et, pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, j'ai inspiré profondément, sentant l'air remplir mes poumons. Le travail s'est avéré intense, mais merveilleux. Mes anciens clients, fidèles à leur engagement, ont entamé les démarches pour transférer leur compte de plusieurs millions de dollars. Marcus Whitman s'est comporté en véritable dirigeant, il m'a accordé son soutien total, les ressources nécessaires, puis m'a laissé travailler en toute autonomie. Ma nouvelle équipe était composée de professionnels brillants, dévoués et respectueux, que j'avais personnellement choisis. Ils écoutaient mes idées,
en discutaient de manière constructive et les mettaient en œuvre avec brio. Ils me respectaient non pas parce que j'étais marié au patron, mais parce que mes stratégies fonctionnaient. Dès le premier mois, en plus de consolider mes anciens clients, nous avons décroché un nouveau compte majeur que mon ancienne entreprise convoitait depuis des années. Je ne faisais pas que survivre, je m'épanouissais. Mais le véritable coup de tonnerre, celui qui a mis fin définitivement à la guerre, a éclaté par un mardi matin pluvieux, environ un mois après mes débuts à mon nouveau poste. Le Business Pacific Quarterly, le journal financier le plus respecté de la région, a publié un article d'investigation en première page rédigé par une journaliste incisive et tenace, Catherine Volve. Le titre était évocateur, Le château de cartes, enquête sur le népotisme, la fraude et le déclin d'une entreprise chez Cascade Marketing. Catherine avait fait un travail minutieux. Elle avait suivi les pistes que je lui avais fournies pour remonter jusqu'au cœur de la corruption. Elle avait interrogé Elisa. Elle s'était entretenue avec les autres femmes poussées vers la sortie que je lui avais présentée. Elle avait découvert une douzaine d'autres sources anonymes au sein de la société, décrivant toutes le même climat toxique, fait de peur et de favoritisme. Elle s'était même procuré l'enregistrement audio complet et non censuré des menaces de Preston à l'encontre d'Elisa. L'article exposait avec une précision accablante les irrégularités financières, les fausses notes de frais signées par Cassidy, cette culture du mensonge et le départ massif des talents. Mon nom n'y apparaissait pas une seule fois, j'y avais veillé, mais le portrait était d'une clarté dévastatrice. Une agence de marketing autrefois influente à Portland était menée à la ruine par un PDG incompétent et arrogant qui avait promu sa maîtresse dénuée de qualifications, laquelle se trouvait être de surcroît la sœur de son épouse compétente fraîchement évincée. Les retombées ont été immédiates et désastreuses. L'action de la société, cotée en bourse, a chuté de 40% en une seule séance. Les administrateurs restants, emmenés par un Sterling et furieux, ont contraint Preston à démissionner dans la honte pour éviter des poursuites de la part des actionnaires. Cassidy a été renvoyé sans ménagement, escorté hors des locaux par le service de sécurité avec un unique carton contenant ses affaires. Un juste retour des choses, écho poétique de mon propre départ. J'ai reçu un SMS de ma fille Paige cet après-midi-là. C'était une capture d'écran du profil LinkedIn de Cassidy. Son intitulé de poste avait été modifié, à la recherche de nouvelles opportunités en marketing stratégique. En dessous, un ancien collègue avait rédigé ce commentaire public laconique, « Bon courage avec ça ». Je n'ai pas ressenti le sentiment d'exaltation auquel je m'attendais. J'ai plutôt éprouvé un sentiment de justice tranquille et profond, l'impression que l'ordre des choses était rétabli. Ils n'avaient pas seulement perdu leur travail, ils avaient perdu leur réputation. Et dans le milieu très fermé de notre secteur, c'était un sort pire qu'un licenciement. Le château de cartes qu'ils avaient bâti sur mon dos s'était enfin spectaculairement effondré. Un an plus tard, je n'étais plus directrice. J'étais devenue directrice marketing de Meridian et son tout nouveau membre du conseil d'administration, la plus jeune femme jamais nommée à ce poste en 40 ans d'existence de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de notre division avait triplé. Les indices de satisfaction des salariés dans mon département étaient les plus élevés de la société. Je n'avais pas seulement reconstruit ma carrière, j'avais bâti un empire sur les ruines de la trahison. L'invitation à intervenir comme conférencière principale lors du sommet annuel du marketing du Nord-Ouest du Pacifique a été le couronnement de cette réussite. 3000 professionnels du secteur, mes pairs, seraient présents. Le sujet qu'on m'avait demandé d'aborder était la mise en place d'une culture d'entreprise éthique et fondée sur le mérite. L'ironie de la situation était presque palpable. Debout dans les coulisses, j'ai ajusté le petit micro sur mon revers et j'ai regardé à travers le lourd rideau de velours. La salle était immense, remplie jusqu'au dernier rang. Et c'est là que je l'ai vu. Cette rangée derrière, côté couloir. Preston. Il semblait diminuer. C'était le seul mot qui convenait. Son costume autrefois parfaitement ajusté flottait sur une silhouette qui avait visiblement perdu du poids. Ses cheveux étaient plus gris que dans mes souvenirs, et sa posture était voûtée, comme s'il portait le poids invisible de son échec. Ce n'était plus le PDG puissant et arrogant, il n'était plus qu'un homme parmi tant d'autres dans la foule, s'efforçant tant bien que mal de faire bonne figure. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde à travers la pièce bondée, et il a rapidement baissé les yeux sur son programme, le visage écarlate. À l'annonce de mon nom, les applaudissements ont été nourris. Ils m'ont enveloppé tandis que je m'avançais sur scène sous les projecteurs chaleureux. J'ai contemplé cette assemblée, ces gens qui avaient autrefois colporté des rumeurs sur mon compte, et j'ai éprouvé une paix profonde.
Il y a 2 ans, ai-je commencé, d'une voix ferme et claire qui portait jusqu'aux extrémités de la salle, je croyais que le travail acharné garantissait la reconnaissance. Je croyais que la compétence triompherait toujours des intrigues. Je croyais que nos proches, notre famille seraient les premiers à se réjouir de notre réussite plutôt qu'à tenter de se l'approprier. J'ai fait une pause, laissant mes paroles résonner dans le silence. Je me trompais. Et cette douloureuse leçon publique m'a appris une chose essentielle, la méritocratie n'est pas un état de fait naturel, c'est un édifice que nous devons construire, protéger et défendre farouchement jour après jour. Pendant 45 minutes, j'ai exposé ma vision de la réussite. J'ai partagé des exemples concrets tirés de la croissance exceptionnelle de Meridian. J'ai parlé de l'importance de créer un environnement de confiance professionnelle. J'ai insisté sur la valeur financière concrète de l'intégrité. Je n'ai pas prononcé son nom. Je n'ai pas mentionné sa société. Je n'en avais pas besoin. Tout le monde dans cette salle connaissait les dessous de l'histoire. L'ovation debout a duré 4 minutes complètes. En quittant la scène, le cœur léger, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu de lui. Lorraine, s'il te plaît. 5 minutes. J'ai juste besoin de m'expliquer, de m'excuser. J'ai contemplé le message un long moment. Puis, je l'ai supprimé sans répondre. Il n'y avait plus rien à expliquer. Plus rien à pardonner. Il appartenait à mon passé, pas à mon avenir. Quelques semaines plus tard, Marcus Whitman m'a appelé dans son bureau. Lorraine, a-t-il dit, un léger sourire en coin. J'ai une situation inhabituelle à te soumettre. On nous a approchés pour un projet d'acquisition. Il a poussé un dossier volumineux sur son bureau. Le nom sur l'onglet était Cascade Marketing, l'ancienne entreprise de Preston, ou ce qu'il en restait. Après son éviction, la société était entrée dans une spirale infernale. Ils étaient désormais en faillite, cherchant désespérément un acheteur pour reprendre leurs rares actifs restants et leurs dettes colossales avant la liquidation. Le conseil d'administration souhaite que tu diriges l'équipe d'acquisition, a poursuivi Marcus, guettant ma réaction. Tu connais leur portefeuille client et leur passif mieux que quiconque. C'est ainsi qu'une semaine plus tard, je me suis retrouvé assis en bout de cette même table de conférence en acajou, dans cette pièce où ma vie s'était effondrée. Mais cette fois-ci, ce n'était pas moi qui étais jugé. Mon équipe juridique de Meridian m'entourait. De l'autre côté de la table, Preston et ce qu'il restait de son conseil d'administration s'étaient installés tels des prévenus attendant leur sentence. Et à ses côtés, l'air frêle et anxieux, vêtu de vêtements coûteux qui lui allaient mal à présent, se tenait ma sœur, Cassidy. Elle assistait à la réunion en qualité d'actionnaire principal de titres désormais sans valeur. Les conditions de l'acquisition sont non négociables, ai-je commencé, la voix neutre et professionnelle, en ouvrant le dossier. Meridian va reprendre vos 3 derniers contrats clients bénéficiaires. Nous ne reprendrons aucune de vos dettes en cours. En ce qui concerne le personnel, ai-je poursuivi en marquant une pause pour sortir 2 documents d'une seule page que j'avais demandé personnellement à notre avocat de préparer. Ces postes de direction font doublon et seront supprimés immédiatement, sans indemnité. Conformément aux règles de la procédure de faillite. Le nom de Preston figurait sur le premier. Celui de Cassidy sur le second, sous son titre désormais inutile d'actionnaire. Elle a redressé brusquement la tête, les yeux écarquillés par l'incrédulité et la fureur. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle sifflé à travers la table, la voix étranglée. Après tout ce qui s'est passé, je suis ta sœur. Tu me dois bien ça. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment dévisagé pour la première fois depuis 2 ans. J'ai vu la jalousie mesquine qui s'était muée en malveillance, cette cupidité sans limite qui avait effacé tout sentiment de loyauté ou d'affection. Et je n'ai éprouvé qu'une pitié lointaine, presque médicale. Cassidy, ai-je dit, ma voix étant exempte de toute émotion personnelle, m'adressant à elle comme je l'aurais fait avec n'importe quel partenaire commercial en faillite. D'un point de vue stratégique et financier, tu n'apportes aucune valeur à notre organisation. J'ai pris mon stylo, ce stylo plume élégant que Marcus m'avait offert lors de ma nomination au poste de directrice marketing et j'ai signé les 2 documents de licenciement d'une main ferme et assurée. La réunion est terminée. Notre équipe juridique se chargera de finaliser la transition. Je me suis levé, j'ai rassemblé mes affaires et je suis sorti de cette pièce, les laissant face aux ruines de ce royaume qu'il m'avait dérobé. Je ne l'ai pas fait par vengeance, je l'ai fait parce que c'était la bonne décision de gestion. Et c'était là,
je le réalisais, la victoire la plus totale et la plus gratifiante qui soit. Dans les années qui ont suivi, ma vie a pris un essor que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque je pleurais dans la chambre d'amis de Beverly. Paige a obtenu son diplôme universitaire avec la plus haute distinction, sa thèse novatrice sur le leadership éthique dans les entreprises modernes recevant un accueil national élogieux. Elle a décliné les offres d'une douzaine de grands cabinets pour rejoindre mon équipe chez Meridian, non pas parce qu'elle était ma fille, mais parce qu'elle était la jeune stratège la plus brillante et créative que j'ai jamais rencontrée. Ensemble, les femmes de la famille Wallace sont devenues une force incontournable, bâtissant un projet solide et durable. Ma relation avec ma sœur Beverly s'est resserrée plus que jamais, elle est devenue mon alliée la plus fidèle et ma plus proche amie. Mes parents. Eh bien, nos rapports sont restés complexes. Ils ne se sont jamais excusés sincèrement ni n'ont reconnu la gravité du tort qu'ils m'avaient causé, mais avec l'âge, on devinait dans leur regard le regret silencieux d'avoir misé sur le mauvais cheval. J'ai appris à accepter leur affection imparfaite pour ce qu'elle était, et j'ai tourné la page. Quant à Preston et Cassidy, leur déclin ne s'est pas fait attendre, ils ont disparu dans le néant qu'ils avaient eux-mêmes engendré. Preston, la réputation ruinée, a envoyé d'importantes demandes pour lancer un petit cabinet de conseil, mais personne n'a accepté de faire appel à lui. Aux dernières nouvelles, il vendait des extensions de garanties automobiles depuis un box dans un centre commercial de banlieue. Cassidy, incapable de conserver un emploi, a fini par retourner s'installer chez nos parents, son amertume constituant une présence toxique permanente sous leur toit. Mais mon existence n'était plus définie par leur personne ni par ma réaction à leur rencontre. Elle l'était par mon travail, par ma fille admirable et par un nouveau but inattendu que j'avais découvert tout à fait par hasard. Tout a commencé modestement. J'ai commencé à accompagner discrètement de jeunes femmes qui me contactaient sur LinkedIn après que mon discours d'ouverture fut devenu une référence dans le secteur des femmes piégées dans un climat professionnel toxique, victimes de manipulation, dont on volait les idées ou à qui l'on répétait qu'elles étaient trop sensibles ou trop ambitieuses. J'écoutais leurs récits, qui étaient autant de déclinaisons du mien. Je leur prodiguais des conseils, les aidais à affiner leur CV et, lorsque je décelais un véritable potentiel inexploité, je passais un coup de fil discret à un contact pour leur ouvrir une porte. Ce projet a pris de l'ampleur, devenant bien plus gratifiant que n'importe quelle campagne publicitaire. J'ai consacré une part importante de mes revenus désormais conséquents et de mes options d'achat d'actions à la création de la Fondation Wallace, une organisation à but non lucratif dédiée à fournir une assistance juridique gratuite, un accompagnement de carrière et un soutien de réseau aux femmes confrontées à la discrimination et au harcèlement au travail. Nous les aidions à contester des accords de confidentialité abusifs, à négocier des indemnités de départ équitables leur permettant de rebondir et à retrouver un emploi dans des structures respectueuses de leur travail. Un soir, j'assistais à une collecte de fonds pour la fondation. La salle était animée par l'énergie de centaines de femmes avocates, médecins, artistes, cadres dirigeantes qui avaient toutes bénéficié d'une manière ou d'une autre de notre action. Une jeune femme s'est approchée de moi, les yeux embués de larmes. Elle s'appelait Grace. Nous l'avions aidée à quitter un employeur abusif un an plus tôt, et elle était aujourd'hui sur une trajectoire ascendante, vice-présidente au sein d'une grande entreprise technologique. Tu ne te contentes pas de donner des conseils, Lorraine, a-t-elle dit en me prenant la main, sa poignée étant étonnamment ferme. Tu redonnes aux gens leur pouvoir d'agir. Tu ne te contentes pas d'ouvrir des portes, tu nous apprends à construire les nôtres. Tu as changé ma vie. En la regardant, en observant toutes ces femmes fortes et résilientes réunies dans cette pièce dont nous avions marqué le parcours, j'ai enfin compris. La trahison, la souffrance, l'humiliation publique. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était l'épreuve qui m'avait façonné pour devenir la femme que je devais être. Mon véritable héritage ne résidait pas dans les titres inscrits sur ma carte de visite ni dans les chiffres de mon bilan comptable. C'était cela. Ce cercle toujours plus large de femmes s'entraidant, transformant leur douleur en projet et leurs cicatrices en force. Preston et Cassidy avaient essayé de m'enterrer profondément dans la terre froide et sombre. Ils n'avaient pas imaginé une seconde qu'ils n'assistaient pas à des funérailles, mais à des semailles. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. Si elle a fait l'écho en vous de quelque façon, si vous vous êtes déjà senti ignoré, sous-estimé ou trahi, sachez que vous n'êtes pas seul. Et gardez à l'esprit que votre plus grande force se forge souvent au cœur de votre douleur la plus vive. Ce serait un honneur si vous acceptiez de partager vos réflexions ou un fragment de votre parcours dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous et ils me donnent de la force. Prenez soin de vous et les uns des autres.